Je vous dis d'entrée de jeu que c'est pour moi une circonstance difficile à assumer que de parler de douleur et d'accouchement. C'est vrai que je suis un accoucheur, ça fait partie de mon quotidien professionnel. C'est vrai aussi que j'ai rarement eu l'occasion d'accoucher personnellement, donc je vais vous donner un point de vue externe au problème, qui est le point de vue d'un témoin sûrement, d'un acteur de l'accouchement, mais sûrement pas de quelqu'un qui l'a vécu dans son corps. Ce qui m'amène à d'emblée vous dire que je vais vous donner un point de vue qui repose sur des considérations historiques, des considérations anatomiques, médicales, tout ce que vous voulez. C'est évidemment à prendre avec prudence et je vais tenter en tout cas de me limiter aux choses que je peux transmettre et je serai extraordinairement prudent sur ce que je suis incapable de percevoir de manière définitive, qui est le véritable acte de donner naissance. La naissance est un moment extraordinairement important, fondateur, magique. C'est Paul Carvel, qui est un auteur, un éditeur belge, qui est connu pour faire des aphorismes de ce type qui font l'objet de recueils, qui a dit que vivre la naissance d'un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du mot miracle, et je pense que c'est une façon très jolie de l'exprimer. Douleur, le titre de cette rencontre de ce soir, ça s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur ». Alors moi je suis retourné dans la Bible, enfin j'ai sorti la Bible de Jérusalem, considérée comme un des standards bibliques, et c'est là qu'on trouve la phrase, c'est pas tout à fait « Tu enfanteras dans la douleur », en tout cas ça a été traduit dans cette Bible officielle comme « Je multiplierai les peines de tes grossesses ». Donc il n'y a pas que l'enfantement qui est concerné par cette punition que Dieu fait subir aux femmes. Peut-être pas besoin de le rappeler, mais enfin c'est pour punir les femmes du péché originel d'Ève que Dieu décide que les grossesses seront difficiles et dans la peine tu enfanteras tes fils. Donc le ton donné, la douleur de l'accouchement pour l'ensemble de la chrétienté, c'est une punition. Et c'est une punition que les filles d'Ève doivent subir pour un acte originel. Deuxième aspect, c'est que si on continue de lire juste le texte, et ça n'a pas immédiatement à voir avec le thème d'aujourd'hui, mais ta convoitise te poussera vers ton mari, bon, on peut discuter, mais surtout, et lui dominera sur toi. Donc c'est pour moi extraordinairement frappant de voir que les fondements de la religion chrétienne, j'ai aucun doute que la Bible a été écrite par même d'inspiration divine, tout ce qu'on veut, je ne mets rien de tout ça en question. Je pense qu'elle a quand même été écrite typiquement par des hommes. Et que la domination de l'homme par la femme qui va, à partir de ce moment-là, se transmettre pour les 2 millénaires qui suivent et très honnêtement dont on subit encore les conséquences aujourd'hui, le ton est donné depuis ce moment-là. Il est donné de la même manière dans les autres religions monothéistes ailleurs, mais on parle beaucoup aujourd'hui de l'islam et de la condition de la femme dans les pays qui pratiquent cette religion. Juste en passant, on ne peut pas faire tellement les malins quand le fondement de notre civilisation prévoit rigoureusement la même chose. Maintenant, un petit peu d'histoire. Chaque société a sa naissance qui va dépendre d'un certain nombre de traits culturels, qui va dépendre de croyances religieuses et qui va dépendre du degré de médicalisation de la société en question. Accessoirement, ça va aussi dépendre de la confiance de la population dans la médecine et dans la capacité de la médecine à résoudre les problèmes de santé. Au Moyen-Âge, et on peut dire jusqu'au XVIe siècle, l'accouchement est l'affaire de ce qu'on appelle les matrones ou les ventrières. En France, on les appelait les ventrières. Ce sont en fait des personnes qui assistent à l'accouchement. Leur condition elle est très particulière. Ce sont des femmes qui mettent à disposition leurs compétences, leur expérience personnelle. C'est toujours des femmes qui ont donné naissance elles-mêmes.
c'est des femmes qui jouent leur rôle dans le cadre de la proximité immédiate. Ça veut dire qu'il doit y avoir une matrone dans chaque village, dans chaque bourg, dans chaque hameau, parce qu'il est essentiel qu'elle puisse répondre instantanément à la demande de la femme qui démarre son travail d'accouchement. Autre aspect, elle le fait de manière totalement gratuite et elle y gagne une considération sociale locale, mais elle offre ses services tout à fait gratuitement. Cette nécessité de proximité fait qu'il y a énormément de matrones distribuées sur le territoire et elles assistent la femme en couche, elles l'assistent par du soutien, elles l'assistent dans cette épreuve, elles n'ont que très peu de moyens d'intervenir, c'est tout à fait évident. Elles sont essentiellement une présence, elles utilisent par ailleurs toute une série de moyens magiques, des potions, des amulettes, des incantations, l'imposition des mains à certains endroits, et on va avoir apparaître à partir du XVIe siècle, sous l'Ancien Régime, donc sous la royauté, toute une série d'interrogations sur le rôle des matrones, en tout cas en France. Et c'est une histoire qui est bien connue. Tout à coup, on remet en question le rôle des matrones pour toute une série de raisons. Il y a des raisons médicales relativement objectives, c'est que leurs interventions ne sont pas toujours favorables, que leur seul souci, et c'est pour ça qu'elles sont là, c'est d'assister la femme qui accouche, mais ce n'est pas de préserver forcément la vie du nouveau-né. Elles ont aussi la réputation, disons, de participer à des interruptions de grossesse, à des infanticides. Se mêle également à ce débat l'Église qui redoute ces personnes qui sont dépositaires d'un savoir un peu occulte, typiquement féminin, parfois associé à la sorcellerie. Et c'est pour ça que l'Église, d'une part, l'administration d'autre part, l'administration qui, à la fin de l'Ancien Régime, s'inquiète déjà d'ailleurs de la dénatalité croissante, du fait que les enfants décèdent à la naissance, c'est une menace démographique. Et d'ailleurs, comme à beaucoup d'autres époques, cette menace démographique est tout à fait fausse. Clairement, la population française augmente à l'époque, mais les gens ont la perception qu'elle est menacée. Il y a des arguments médicaux, puis il y a l'Église qui intervient et qui, petit à petit, désigne des matrones. C'est l'Église qui va décider qui sera la matrone de tel ou tel hameau, tel ou tel village, en lui accordant ainsi une légitimité. Cette légitimité va se faire au détriment de la tradition. Il y aura beaucoup de résistance en milieu rural en particulier contre ces matrones qui sont imposées par l'Église. Et puis au XVIe, XVIIe siècle, à la fin de l'époque de la royauté, toujours pour ces inquiétudes de natalité, on va voir intervenir ce qui va devenir les sages-femmes, c'est-à-dire des matrones formées à l'obstétrique, qui possèdent un certain nombre de techniques d'assistance et qui vont très rapidement se répandre. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Au XVIIIe siècle, l'homme s'en mêle sous la forme de l'intervention du médecin. Jusqu'au XVIIIe siècle, le médecin n'a rigoureusement rien à faire avec l'accouchement. Très occasionnellement, dans une situation très compliquée, on fait appel au chirurgien, mais en tout cas jamais au médecin, et le médecin n'a rien à voir là-dedans. J'ai oublié la date, mais au XVIe siècle, il y a un médecin curieux de Hambourg qui s'intéressait à l'accouchement, qui voulait acquérir un certain nombre de compétences. La seule façon qu'il a eu d'assister en tant qu'homme à un accouchement, c'était de se déguiser en sage-femme. Il a malheureusement été découvert, il a été jugé, convaincu de sorcellerie et brûlé vif. Madame Ducoudray, c'est la sage-femme historique, c'est cette sage-femme qui, pendant 25 ans, va enseigner l'obstétrique aux matrones désignées par l'Église et qui avait mis au point sa célèbre machine, qui est en fait un mannequin qui permettait d'enseigner les manœuvres de l'accouchement, qui contenait aussi un utérus ouvert pour démontrer les différentes positions de l'enfant,
plus toute une série de poupées. Elle s'est baladée dans toute la France et en très peu de temps, il y a eu 10 à 12 000 sages-femmes qui ont été formées à la fin de l'Ancien Régime. L'accouchement va se médicaliser au cours du XXe siècle. Au début du XXe siècle, l'accouchement, c'est encore une affaire presque exclusive de sages-femmes en dehors des situations très particulières de complications. Et puis, au milieu du XXe siècle, là, c'est une image d'un accouchement dans la Creuse dans les années 50, une image assez célèbre, on voit intervenir le médecin de campagne. Et le médecin de campagne va prendre le relais progressivement de la sage-femme dans le cadre de l'assistance aux accouchements. C'est intéressant de voir aussi que la sage-femme va jouer un rôle important en France dans la médicalisation des campagnes. Il n'y a pas de médecin de campagne, il y a des médecins en ville, mais en campagne, il n'y a pas de médecin. Et elle est non seulement responsable de l'obstétrique, la sage-femme, mais elle est aussi responsable de la santé néonatale, de la santé pédiatrique. Alors en termes de lutte contre la douleur, on trouve des choses très variables. Dans la Chine très ancienne, longtemps avant Jésus-Christ, on parle déjà de l'utilisation des opiacés pour calmer les douleurs de l'accouchement. À Rome, 2 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, il y a déjà des descriptions très précises des moyens de soulager la douleur des femmes en travail, en utilisant principalement des huiles chaudes qui sont appliquées sur le corps, et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas bête du tout et que c'est encore utile. Une habitude heureusement disparue, mais qui était fortement en vogue au Moyen-Âge, c'est l'utilisation de l'alcool, l'ébriété pour lutter contre la douleur. Le problème, c'est que l'ébriété est peu compatible avec l'état de femme enceinte, même à terme, que ça entraîne des lésions qui peuvent être tout à fait significatives chez les enfants, sans parler des risques pour la mère. Au XIXe siècle apparaissent les méthodes d'analgésie ou d'anesthésie plus modernes, l'éther, le chloroforme. La reine Victoria est une des premières femmes qui a accouché sous anesthésie de son 8e enfant, alors qu'elle était endormie par chloroforme. Au XXe siècle apparaît la technique du docteur Lamaze, ce qu'on a appelé la psychoprophylaxie de la douleur, ou l'accouchement sans douleur. Alors l'accouchement sans douleur, je fais rarement des jugements de qualité. En l'occurrence, c'est vraiment une escroquerie totale. C'est impossible d'imaginer que sur une large population, on puisse utiliser une méthode qui empêche toute douleur à l'accouchement, ce qui était le credo de M. Lamaze. Credo largement diffusé en France en l'occurrence. Lamaze, il se trouve, ça n'a rien à voir, mais enfin il se trouve que c'était un sympathisant du Parti communiste, qu'à ce titre il a voyagé en URSS. Comme URSS, il y avait un médecin qui avait lancé l'idée que la psychoprophylaxie permettait d'éviter toute douleur, que pour ceux qui connaissent la médecine russe, petite parenthèse, encore aujourd'hui quelque peu, il y a toute une série d'approches médicales extraordinairement étonnantes qui viennent de nulle part et qui ne sont jamais basées sur la moindre preuve. Bref, il a importé cette méthode en France, et puis la première femme qui a accouché, oui, j'ai accouché sans douleur, cette personne-là dans les années 60, je crois, je ne me souviens plus, ouais, 57, je ne sais pas si vous arrivez à lire là, mais c'est dans le journal de la CGT qu'on diffuse cette information qui va largement être utilisée un peu partout en France et en Europe. L'accouchement sans douleur, ça, je ne pense pas que c'est une vérité. Je ne nie pas du tout l'intérêt que ça peut avoir de se préparer et l'intérêt que cette psychoprophylaxie peut avoir, mais accouchement sans douleur, c'est sûrement une contre-vérité. Alors les douleurs de l'accouchement, elles sont de 2 types. Durant la première phase de l'accouchement, ce qui va faire mal, c'est essentiellement les contractions et la dilatation du col, alors qu'au moment de la naissance proprement dite, c'est la distension des muscles du plancher pelvien et la distension du périnée qui sont source de douleur. Les douleurs ressenties au cours de l'accouchement sont extrêmement variables d'un individu à l'autre, sont aussi variables que la façon d'y répondre. Il est clair que les réactions à la douleur sont influencées par l'environnement et par le soutien que peut recevoir la femme en train d'accoucher.
Ce soutien est extrêmement variable. Pendant extrêmement longtemps, on a refusé l'accès à la salle d'accouchement à qui que ce soit d'autre qu'aux professionnels. Au XXe siècle, au milieu des années 50, l'accouchement est devenu de plus en plus médicalisé, de plus en plus prudent, de plus en plus on a éloigné les enfants des parents pour éviter toute forme d'infection, etc. Et le soutien reçu, que ce soit par les soignants, ce qui est tout à fait normal, mais par les accompagnants, typiquement aujourd'hui c'est le père, mais il n'y a aucune raison de limiter la présence des accompagnants au seul père. On sait que le soutien reçu augmente la satisfaction des patientes, diminue le recours aux moyens analgésiques, accessoirement diminue le recours aux instrumentations de l'accouchement que peuvent être, par exemple, une naissance par forceps ou par césarienne. Quoi qu'il en soit, les femmes qui vont accoucher ont besoin d'une information complète pour décider de ce qui est bon pour elles, et elles doivent, une fois que leur choix est fait, se sentir soutenues dans leur choix, quel que soit le choix qu'elles vont faire. Ce choix, il va dépendre de leur histoire personnelle, de leurs antécédents, de leur histoire familiale, et il va dépendre également de la volonté qu'elles peuvent avoir d'exercer un contrôle personnel sur les différentes phases de l'accouchement. Elles peuvent varier en fonction du désir de vivre plus ou moins pleinement l'expérience de l'accouchement, et y compris les douleurs. Elle sera aussi influencée par la crainte des effets secondaires des différentes approches qu'on peut lui proposer. Alors, il y a toute une série de méthodes non pharmacologiques qui ont été développées au cours du temps, au cours des millénaires. L'intérêt, c'est qu'elles sont susceptibles d'aider toutes les femmes de façon variable. Leur problème, c'est que la plupart du temps, on ne peut pas prédire précisément l'effet qu'elles vont avoir. Leur intérêt aussi, c'est qu'elles ne modifient pas le travail, elles ne vont pas s'opposer à un déroulement harmonieux du travail. Quelle que soit la méthode utilisée, elles améliorent la façon dont les femmes supportent l'épreuve et elles améliorent le vécu. Et en plus, si on doit ajouter des analgésies plus techniques, plus médicales, elles vont renforcer l'effet de ces approches médicales. Alors, quelles sont ces méthodes non pharmacologiques? Il y a des choses toutes simples qu'on connaît depuis des siècles. C'est le fait de laisser une liberté de mouvement à la femme qui accouche, de trouver elle-même les positions qui lui semblent les plus adaptées. Et on voit bien que chez nous, dans nos hôpitaux, avec la médicalisation, avec le fait qu'il y a des péridurales, des perfusions, du monitorage, beaucoup de femmes vivent leur accouchement en grande partie couchées. Si on compare ça aux positions et aux mouvements que vont adopter les femmes quand elles ne subissent aucune contrainte en milieu naturel, et pour avoir exercé un certain temps en milieu très naturel, notamment en Afrique, c'est tout à fait évident qu'une femme qui va accoucher, elle ne va pas choisir au début de son travail d'être allongée. Elle va choisir des positions plutôt verticales, elle va choisir plutôt d'être assise, d'être debout, de déambuler, alors qu'en fin de travail, pour la deuxième partie du travail, encore une fois très naturellement, elle va plutôt avoir tendance à s'allonger. Parmi les méthodes qui sont simples et sans risque, il y a ce qu'on appelle la contre-pression. Contre-pression, c'est le fait d'exercer une pression avec le poing, la paume ou un objet au niveau lombaire et pousser contre la région lombaire au moment où la douleur est la plus intense. On peut aussi faire des contre-pressions au niveau des hanches. Ça, ce sont des méthodes qui aident, en particulier quand la douleur n'est pas trop intense. C'est relativement peu efficace quand les douleurs sont très intenses. Maintenant, il y a toute une série d'approches. J'ai déjà parlé de l'application du chaud ou du froid. Alors, c'est comme pour tout en médecine, vous prenez 3 docteurs, vous aurez 5 avis différents. Là, vous trouvez des fanatiques du chaud, des fanatiques du froid. L'évidence scientifique à disposition montre que l'application de chaud ou de froid, quelle que soit la forme, peut être tout à fait aussi efficace. L'immersion dans l'eau, elle est utilisée dans la lutte contre la douleur pour toute une série d'autres affections. Elle est utilisée dans le cadre de l'accouchement et il n'y a aucune raison de s'en priver. Il y a peut-être 2 choses auxquelles il faut faire attention. Une immersion dans de l'eau trop chaude peut représenter un risque pour l'enfant, un risque de lésion cérébrale, voire un risque de décès. Et puis,
Dans le cadre de l'immersion dans l'eau, dans le cadre de la mode relativement récente d'accouchement dans l'eau, qui en soi ne pose pas de grands problèmes, il y a toujours des extrémistes, donc il y a des gens qui ont décidé que pour avoir une transition plus harmonieuse du milieu liquide au milieu aérien, il fallait laisser le nouveau-né dans l'eau. Et puis il y a des gens qui l'ont laissé tellement dans l'eau que l'enfant est décédé de noyade. Donc c'est pas accoucher dans l'eau, j'ai aucun problème avec ça. Faire son travail d'accouchement dans l'eau, très bien, aucun problème. Il ne faut pas perdre de vue le bon sens près de chez vous. Il y a peu de mammifères qui choisissent électivement, aériens donc, qui choisissent électivement d'accoucher dans l'eau. Si l'homme veut le faire, très bien, mais enfin il faut quand même respecter un brin la nature. Les massages, le toucher ont un impact, peuvent avoir un impact important, c'est tout à fait intéressant, il n'y a aucun effet secondaire. Si ça déplaît, ben, on arrête, puis l'intervention médicale cesse instantanément. L'acupuncture dérivée de la médecine chinoise, 365 points d'acupuncture répartis sur 12 méridiens, toute une série de techniques qui varient d'un acupuncteur à l'autre, taille des aiguilles, choix du point de ponction, utilisation ou non d'une liaison de l'aiguille avec un courant électrique, toute une série de possibilités de soulager qui existent et qui représentent peu de danger. L'acupressure, c'est l'utilisation des points d'acupuncture sans aiguille, c'est ce qu'on appelle l'acupuncture sans aiguille, peut être efficace aussi. Ça a été utilisé très longtemps, cette méthode qu'on appelle le TENS, qui consiste à envoyer un courant électrique à la surface de la peau pour diminuer la sensation douloureuse. En fait, ça a eu un grand succès, en particulier dans les pays anglo-saxons. Il y a eu une bouffée d'utilisation dans nos contrées également, mais c'est un appareil qui a été plus ou moins abandonné à l'heure actuelle, en tout cas chez nous, parce qu'il y a une efficacité qui est très peu reproductible. On a injecté de très faibles quantités d'eau dans la région lombaire, un dixième de millilitre, avec de très bons succès. L'aromathérapie a un certain succès, elle peut être utilisée de différentes manières, c'est des huiles essentielles de camomille, de sauge, de rose, enfin, chacune d'entre elles a des propriétés particulières. Elles peuvent s'utiliser soit par massage, soit dans l'huile de bain, soit par déposition sur le front, dans la paume. Il semble qu'elles diminuent en tout cas le stress de la patiente, voire le stress de l'équipe soignante. Il y a toute une série de méthodes non pharmacologiques qui se basent sur une espèce de distraction de la douleur. C'est assez évident, c'est aussi le bon sens près de chez vous. C'est quelqu'un qui a mal, vous essayez de lui faire penser à autre chose. Typiquement, ce qu'on utilise encore aujourd'hui et beaucoup, c'est ce qu'on appelle la petite respiration. Faites la petite respiration, madame, vous n'allez pas sentir la douleur. C'est pas mauvais la distraction, mais typiquement, c'est pour moi le genre de choses dont il vaut la peine de s'y intéresser de manière rigoureuse et scientifique. Et typiquement, la petite respiration, j'ai rien contre. C'est quand même démontré que si on commence à faire ça très tôt dans le travail, ben les femmes s'épuisent plus que si on garde cette méthode pour la fin du travail et de l'accouchement. On peut utiliser toutes sortes de choses pour distraire l'attention des patientes, c'est ce que vous pouvez imaginer. L'hypnose a été largement utilisée, puis elle est maintenant un peu tombée en désuétude, quoique ça peut représenter un intérêt, en particulier l'auto-hypnose. Il y a toute une série de techniques et de méthodes, je ne vais pas entrer là-dedans. La musique et l'audio-analgésie ont été utilisés essentiellement dans d'autres domaines pour le traitement des patients brûlés, pour les soins dentaires ou en pédiatrie, un peu moins en obstétrique, quoique la musique et l'audio-analgésie ont certainement un impact pour certaines patientes et méritent en tout cas notre attention parce que voilà, ça ne mange pas. Maintenant, dans les méthodes pharmacologiques, je vais me dépêcher un petit peu, il y a l'analgésie péridurale, c'est le grand classique auquel on va comparer toutes les autres méthodes en termes d'efficacité. C'est celle qui permet d'obtenir la meilleure efficacité de façon la plus reproductive possible. Ça marche chez à peu près tout le monde.
Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser. L'anesthésie du nerf honteux, je vous montrerai. Le bloc paracervical, j'en parle juste pour vous montrer un exemple et pour vous dire qu'on l'a totalement abandonné. Les opiacés qui ont encore une bonne place, on utilise assez fréquemment les opiacés, surtout dans les pays où on n'a pas accès à la péridurale et peu accès aux soins médicaux. Et puis il y a l'analgésie de N2O, le gaz hilarant. Ça a eu un très grand succès et ça continue d'être utilisé en Angleterre. Ça a très peu marché en France et en Suisse. À ma connaissance, il n'y a personne qui l'utilise en Suisse à l'heure actuelle. La raison pour laquelle on ne l'utilise pas, c'est parce que ça a un effet très variable, que ça n'a pas d'effet suffisant sur les douleurs extrêmement sévères, qu'il y a eu des accidents. En principe, ça ne devrait pas arriver, mais il y a eu des accidents. Les patientes n'aiment pas forcément l'effet euphorisant, et puis effectivement, ça fait rire. C'est assez amusant, le gaz hilarant. Enfin, c'est amusant, évidemment, mais ça fait rire. Et il y a des dames qui n'aiment pas cette perte de contrôle. Ça entraîne aussi des nausées, des vomissements, donc ce n'est pas toujours très apprécié. La péridurale, on l'utilise dans la majorité des cas sur demande de la patiente pour assurer son confort. On l'utilisera et on recommandera aux patientes d'avoir recours à la péridurale si elles présentent des pathologies cardiaques ou respiratoires qui font que son organisme aura de la peine à compenser la demande nécessaire de l'accouchement. On aime bien l'utiliser chez les femmes hypertendues parce que ça baisse la tension artérielle. On aime bien l'utiliser chez les patients pour lesquels on peut prévoir une intubation difficile, c'est-à-dire qu'une patiente chez laquelle on sait que si on doit faire une narcose, ça risque d'être techniquement compliqué. L'anesthésie générale d'une femme enceinte, ça représente un risque majeur et on essaye dans toute la mesure du possible de l'éviter. Et une des causes du grand succès de la péridurale, je parle du grand succès pour les docteurs, c'est le fait qu'on diminue le risque de devoir recourir à une anesthésie générale. Il y a des circonstances où on ne peut pas mettre de péridurale, c'est évidemment si la mère le refuse, si elle présente une infection, si elle a des troubles de la coagulation, certaines pathologies vertébrales rendent la mise en place d'une péridurale difficile, et si la patiente a déjà une hypotension, notamment en raison d'un saignement, une péridurale est susceptible de l'aggraver. Mettre une péridurale, c'est introduire dans un espace qui est représenté là, qui est en fait un espace virtuel, c'est un espace entre deux feuillets, il n'y a pas vraiment d'espace. C'est avoir accès à cet espace avec une aiguille. On introduit un cathéter à l'intérieur de cet espace. La ponction se fait à peu près à ce niveau-là de la colonne vertébrale. Et le fait d'avoir ce cathéter en place nous permet d'injecter du produit, mais surtout de réinjecter du produit en cours de travail en fonction des besoins de la patiente. Péridurale, ça a des effets secondaires. Ça entraîne une hypotension artérielle, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir des tremblements, ça entraîne une rétention urinaire, une augmentation de la température, mais surtout, et c'est peut-être ça que redoutent les patientes, et quelque part elles ont raison, il y a plus d'accouchements instrumentés, il n'y a pas plus de césarienne, mais il y a plus d'accouchements par forceps ou par ventouse. Ceci pour vous montrer l'évolution des choses. La péridurale, elle a été introduite dans les années 70. Elle a longtemps été une méthode un peu de luxe. Elle s'est complètement démocratisée. Et rien que chez nous, ça c'est les statistiques de la maternité de Lausanne. En 15 ans, vous voyez, on est passé de un quart des patientes qui accouchaient de leur deuxième ou troisième, etc., enfant, à près de la moitié des femmes qui accouchent de leur premier enfant à 3 quarts des femmes. Donc il y a une véritable augmentation de la demande chez nous. Cette demande, elle est peut-être induite en partie par les médecins, c'est possible. Elle est, je pense, quand même induite par une demande des patients. Cette demande est très variable. C'est assez frappant de voir qu'il y a un gradient nord-sud important dans la demande de péridurale. Et il y a moins de demandes de péridurale pour les femmes qui viennent du nord de l'Europe comparé à celles qui viennent du sud de l'Europe. On utilise encore les opiacés chez nous et en tout cas dans les pays en voie de développement.
Ça ne marche pas toujours, c'est efficace que dans 40% des cas, mais ça donne une analgésie qui dure 3 à 4 heures. Le problème, c'est que ça fait souvent des effets secondaires, des nausées, des vertiges, parfois, comme c'est des opiacés, une certaine désorientation qui est mal vécue par les patients. Et c'est un médicament qu'il faut utiliser avec prudence parce qu'il peut endormir le nouveau-né. Et le nouveau-né à la naissance peut avoir parfois des difficultés à respirer lorsqu'il a été exposé à ce médicament avant la naissance. Voilà, globalement, ce qui est sûr, c'est que la satisfaction des patientes qui accouchent, elle ne dépend pas exclusivement d'une absence de douleur, et c'est très rare que les patients nous demandent une absence de douleur. Beaucoup de femmes acceptent une certaine quantité de douleur. Beaucoup de femmes souhaitent cependant que cette douleur ne soit pas totalement envahissante, débordante, elle ne les empêche pas de profiter de ce moment de l'accouchement. C'est sans doute pour ça qu'on a beaucoup de demandes de péridurale. Globalement, notre approche, elle doit tenir compte des besoins émotionnels de la patiente, elle doit tenir compte du fait qu'un soutien, un accompagnement constant au cours de l'accouchement, ça doit être notre but. Et on ne doit jamais, en tant que technicien de la médecine, oublier que tendresse, sécurité, émotion revêtent autant d'importance pour les patientes que les techniques médicales. Globalement, après une expérience médicale, quelle qu'elle soit, les patients se souviennent beaucoup plus de l'ambiance, de la cordialité, de l'amabilité, de l'empathie du personnel soignant que des techniques médicales haut de gamme qu'on leur a fait subir. Voilà. Je vais faire moi aussi un aperçu historique, mais pas évidemment des méthodes, plutôt des significations qui ont été accordées à la douleur de l'accouchement dans notre société en montrant leur variabilité, la variabilité des points de vue des médecins, d'ailleurs pour commencer là-dessus. Donc, variabilité en fonction du sens, c'est-à-dire de la fonction et de l'utilité qui était attribuée aux douleurs de l'accouchement. Et je vais commencer par un cas d'ailleurs assez particulier, mais fréquent, un cas où ces douleurs sont considérées comme n'ayant pas de sens, comme étant absurdes, comme étant irrationnelles. Donc là, une citation d'un médecin qui fait l'introduction de l'ouvrage et qui nous dit ceci: l'accouchement est un acte naturel, non pas une anomalie, un accident de la nature. Qu'il puisse faire souffrir et parfois atrocement choque notre entendement logique et tous les enseignements qu'a pu apporter l'observation du monde qui nous entoure. La douleur est toujours signe de déroulement anormal des phénomènes physiologiques. Il n'est pas rationnel qu'un acte naturel soit douloureux. Alors, on pourrait s'attendre à ce que si les douleurs de l'accouchement sont jugées irrationnelles, on cherche nécessairement à les supprimer ou au moins à les atténuer. Eh bien, ce n'est pas le cas, car absurde ou irrationnel ne veut justement pas dire inutile. Et dans les temps passés, on a trouvé de nombreux obstétriciens qui étaient persuadés de l'utilité et même de la nécessité absolue des douleurs pour la bonne marche de l'accouchement, tout en jugeant par ailleurs leur caractère choquant. Donc, ils estimaient que c'était choquant pour l'entendement, mais que leur existence suffisait à prouver leur utilité. Là, je vais vous citer deux extraits tirés de discours de médecins français du début du XIXe siècle. Dans les accouchements, les douleurs, quoique très vives, sont absolument nécessaires. Et bien loin de les calmer, on cherche à les provoquer lorsqu'elles sont trop faibles. La douleur qui suit la plupart des opérations chirurgicales annonce une sorte de travail ou de réaction de la part de la nature et devient aussi un des moyens de guérison. En général, ces opérations ont moins bien réussi lorsqu'on a voulu employer des sédatifs dans la vue d'épargner des douleurs aux malades. Dans ce passage, ce médecin, donc double, ne se sert pas donc du vocabulaire du vocable de douleur comme un synonyme de contraction, mais il veut dire que ce sont les douleurs en elles-mêmes qui sont responsables de la bonne marche du travail. Et
il utilise en fait son raisonnement se place dans le cadre d'un raisonnement plus global sur l'utilité de la douleur dans la guérison. Autre passage un petit peu plus tardif, mais de l'époque, dans l'accouchement, la douleur est en effet le grand mobile des contractions utérines, celui sans lequel la matrice n'aurait pas le degré d'énergie convenable pour l'accomplissement de la précieuse fonction dont elle est chargée. Si des physiologistes ne voient dans ce travail que des douleurs passives, effet nécessaire du tiraillement, de la distension, de la dilacération des parties, ils ne peuvent méconnaître les douleurs actives qui précèdent et entraînent probablement toutes les contractions de l'utérus. L'accouchement une fois terminé, la douleur, loin de délaisser l'accouché, la seconde encore avec non moins d'efficacité dans l'expulsion des caillots sanguins qui se forment dans la cavité de la matrice après l'expulsion du fœtus. Tel est évidemment le but des tranchées, leur utilité est tellement démontrée dans cette circonstance qu'il n'est pas un médecin vraiment digne de ce nom qui se permit d'administrer des médicaments narcotiques pour anéantir ces douleurs. Donc là on voit, c'est une conception dans laquelle la douleur est véritablement agissante en tant que telle et ce serait une erreur de la supprimer. Alors, vous pourrez faire deux commentaires. Tout d'abord, se dire que c'était une vision tout à fait erronée où le médecin fait en quelque sorte une fausse interprétation, mais qui peut avoir à faire avec ce que M. Hohlfeld a signalé, c'est-à-dire que les méthodes qui étaient utilisées avant ce moment-là, c'est-à-dire avant l'introduction de l'anesthésie, puisque l'anesthésie a été introduite pour la première fois en 1846, donc là on est avant l'introduction de l'anesthésie, donc les moyens dont bénéficiaient les médecins et les patientes à ce moment-là, c'était des opiacés ou des boissons alcoolisées aussi parfois. Ces médicaments pouvaient avoir des effets contrariant l'action des contractions. Donc c'est peut-être aussi une observation empirique qu'ont fait ces médecins, à savoir que l'administration de médicaments, de narcotiques ou autres, pouvait interférer avec la bonne marche de l'accouchement. Une autre raison pouvait être que justement les méthodes dont ils disposaient à ce moment-là pour soulager leurs patientes n'étaient pas des plus efficaces et que par conséquent c'était aussi un soulagement pour eux d'imaginer que la douleur était agissante. Ça dit, ces explications ne suffisent pas parce que cette conception, on la retrouve même à des périodes beaucoup plus tardives, c'est-à-dire on la retrouve aussi après l'introduction de l'anesthésie et là je vous donne une citation qui est aussi tardive que le premier tiers du XXe siècle, donc en 1938, ce professeur de la faculté de médecine écrit « Les douleurs de l'accouchement ont pu paraître d'autant plus absurdes que la nature en général a assuré une insensibilité complète à tout organe viscéral au cours et dans les limites normales de ses fonctions. Cette exception à la règle, caractéristique de la parturition de tous les mammifères, doit nous inviter à en chercher la raison biologique. » Donc ce médecin parle lui aussi d'un constat d'absurdité des douleurs de l'accouchement. Cela dit, il conclut « Négliger l'existence de la douleur ou désirer la supprimer est en opposition avec la biologie de l'enfantement. » Donc, à une époque où on disposait quand même de moyens relativement faciles de lutter contre la douleur. Alors, on trouve un tout autre enchaînement ou une toute autre configuration de croyance avec l'accouchement sans douleur, dont M. Hohlfeld a déjà parlé. Là, je reprends donc des propos de médecins qui ont introduit ces méthodes. D'abord, il y a eu une méthode appelée l'accouchement naturel qui a débuté dans les années 1930 en Angleterre avec l'obstétricien Grantley Creed, qui a eu une certaine notoriété aux États-Unis surtout. Et dans les années 50, la méthode donc de Fernand Lamaze, dite d'accouchement sans douleur ou d'accouchement psychoprophylactique. Alors, ces deux médecins partaient eux aussi d'un postulat d'absurdité, mais avec un raisonnement tout à fait différent.
Dick Reid raconte dans ses ouvrages que l'absurdité des douleurs de l'accouchement lui est apparue dans toute sa lumière le jour où, au moment où il proposait une bouffée de chloroforme à une de ses patientes d'un quartier pauvre de Londres. Elle l'a refusé sous prétexte qu'elle ne souffrait pas. Il dit « Je commençais à concevoir qu'aucune loi naturelle ne pouvait justifier la souffrance de l'accouchement. » Alors, à partir de là, Dick Reid décrète que l'accouchement est un phénomène naturel et que donc il doit naturellement être exempt de douleur. Pour lui, cette équation va de soi. Et si douleur il y a, ce qu'hélas on doit quand même constater assez souvent, c'est en raison de la crispation des femmes induite par des peurs que la société leur a inculquées. Donc en supprimant la peur, on supprimera aussi la douleur. Le raisonnement est à peu près pareil pour Lamas, qui se fonde lui donc sur la réflexologie pavlovienne, pour expliquer que la douleur des parturientes est un réflexe conditionné par la société, par l'entremise de récits effrayants, de mauvaises lectures et d'explications erronées. La parturition, qui est par nature un phénomène naturel, indolore, a été pervertie, écrit Lamas de sa plus belle plume pléonastique. Donc, ce qu'il s'agit de faire, là, dans ce cas, c'est de rééduquer les femmes à accoucher et elles ne souffriront pas. Ces médecins ne préconisaient pas une analgésie médicamenteuse, mais une analgésie psychologique, donc, puisque la douleur d'origine culturelle s'incorpore dans la chair des femmes par l'intermédiaire de leur psychisme. Alors là, je vais peut-être me permettre de faire quand même un petit commentaire par rapport à ce que vous disiez sur ce jugement très sévère que vous avez eu sur la psychoprophylaxie obstétricale en disant l'accouchement sans douleur c'est une escroquerie totale, parce qu'on a quand même un certain nombre de témoignages de femmes ayant utilisé cette méthode avec ce qui semble être un succès quand même assez important. Alors je dirais que bon, globalement, c'est vrai que l'accouchement sans douleur a été énormément dénoncé comme une escroquerie par des femmes, mais dans certaines de ces applications, en tout cas dans les cliniques où cette méthode a débuté, il y avait aussi tout un climat idéologique et tout un soutien extrêmement fort, un encadrement très fort des parturientes, et toute une atmosphère qui semble avoir eu en tout cas pour effet de rendre ces accouchements peut-être pas complètement indolores, mais semble-t-il plus faciles. Alors il y a eu toutes sortes de tentatives d'expliquer ces succès, et certains, entre autres, qui évoquaient l'hypnose, ou d'autres la transe. Donc bon, ces cas ne sont pas tranchés, mais c'est vrai que la douleur étant une chose, enfin un phénomène aussi complexe qui dépend de toutes sortes de mécanismes biologiques, évidemment, physiologiques, mais aussi de l'environnement social et de l'état psychologique des femmes. Donc il semblerait, en tout cas les témoignages sur l'accouchement sans douleur semblent montrer qu'il y a eu dans certains cas des succès assez importants de ces méthodes, pourtant évidemment peu efficaces, en tout cas pas efficaces pour les raisons que les médecins qui avaient mis sur pied ces méthodes invoquaient. Donc effectivement aujourd'hui on est loin de là, on n'est plus du tout dans cette configuration. Il y a quand même quelques médecins qui continuent à défendre cet enchaînement d'idées, mais c'est une position tout à fait minoritaire, et la position la plus majoritaire à l'heure actuelle est de partir du constat, donc de faire un peu le raisonnement inverse, de partir du constat que les douleurs de l'accouchement existent, qu'elles sont souvent très importantes, et donc on n'est plus du tout dans la surprise du constat de ces douleurs, mais au contraire, on les trouve tout à fait normales. Alors une sage-femme que j'avais interrogée à l'occasion d'une recherche sur les représentations de la douleur avait répondu à la question de savoir à quoi elles sont dues. Quand on connaît un petit peu l'anatomie, on imagine bien à quoi ça peut être dû. Quand on voit la sortie, la taille d'un bébé, puis par où il doit passer dans les voies naturelles, et comment le passage doit s'adapter à la taille du bébé, doit s'élargir, etc.,
on imagine bien que ça puisse faire mal, pour des raisons tout à fait physiologiques, je dirais. Et l'ensemble des personnes que j'avais interrogées avaient plutôt des réponses de ce type. Donc elles jugeaient ma question naïve et elles répondaient assez souvent « c'est physique » ou « c'est physiologique » ou alors « je trouve que c'est pas étonnant que ça fasse mal ». Ces réponses n'étaient pas très informatives du point de vue des mécanismes de la douleur, mais elles étaient très claires sur le fait que pour la plupart des gens à l'heure actuelle, la douleur de l'accouchement elle est vraiment ancrée dans le corps et plus dans le psychisme des femmes ou dans leur cerveau. Les gens sont assez persuadés que c'est dans le corps que ça se passe et que c'est du corps que la douleur arrive, même si la plupart de mes interlocuteurs et de mes interlocutrices étaient tout de même d'avis que l'attitude des femmes, leurs peurs et leurs angoisses notamment, peuvent péjorer la douleur ressentie. Dans un cours d'obstétrique de 1993, j'avais même trouvé un texte extrêmement précis et objectivant de la douleur. L'exposé partait du principe que la douleur est présente dans tous les accouchements à des degrés variables. Et l'auteur donnait même des indications permettant de prévoir très exactement le moment de son apparition. Il disait « La sensation douloureuse apparaît après le début de la contraction lorsque la compression amniotique atteint 25 mm de mercure, ce qui est la pression minimale nécessaire pour distendre le segment inférieur et le col. » J'espère que vous apprécierez le degré de précision. Et en ce qui concerne leur intensité, les douleurs de l'accouchement sont considérées aujourd'hui par les médecins qui ont travaillé comparativement avec les questionnaires de douleur. Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de voir ce que sont ces questionnaires de douleur, avec d'autres mesures également. Donc les médecins qui ont travaillé comparativement sur la douleur estiment que les douleurs de l'accouchement comptent parmi les douleurs les plus importantes qui peuvent être éprouvées par les êtres humains. Là, encore une citation des auteurs d'un ouvrage sur l'accouchement. Des spécialistes ont démontré que la parturition vient en seconde cause des maux aigus, juste après l'arrachage de doigts et avant les fractures ou les atteintes cancéreuses. Ça fait peur, hein? Alors, dans ma recherche vieille de 10 ans, je constatais aussi bien par la littérature consultée que par les entretiens conduits avec divers groupes de personnes que la conviction s'est désormais imposée que l'accouchement est un processus qui fait très mal la plupart du temps. Alors, à partir de ce moment-là, on a deux possibilités. Certaines personnes estiment que la douleur n'est pas utile au sens où le processus de l'accouchement peut fort bien se dérouler sans elle. À ce moment-là, l'analgésie est jugée souhaitable, voire nécessaire. On trouve même des auteurs qui relèvent différents effets tout à fait négatifs de la douleur au cours de l'accouchement et qui jugent que l'analgésie devrait aller de soi dans bien des cas. Autre possibilité, un peu à l'inverse, des personnes qui estiment que la douleur est utile. Alors, pas tant qu'elle serait utile ou nécessaire au déroulement de l'accouchement, mais c'est plutôt à une utilité morale ou psychique qu'il est fait référence. Par exemple, je vais vous donner deux grands types d'utilités qui sont perçues. Par exemple, certains avancent que la douleur agit dans le sens d'un renforcement du lien affectif entre la mère et son enfant. C'est un argument très ancien, mais qui existe toujours aujourd'hui. Lors de mon enquête, une jeune mère avait avancé cet argument, que si les mères ne souffraient pas pour accoucher, il y aurait beaucoup plus d'abandon d'enfants. Alors, c'est un petit peu comme si, dans cette conception, la douleur était à la fois le ferment et le garant de l'amour maternel. On a aussi des auteurs que peut-être vous connaissez, Michel Audin, un auteur qui a écrit passablement d'ouvrages sur l'accouchement et la naissance, et ses disciples. Ils tentent de fournir une justification scientifique à leur opposition de la péridurale, en arguant que l'analgésie inhibe la production d'ocytocine, donc une hormone qui est sécrétée au moment de l'accouchement,
et qu'ils appellent l'hormone de l'amour. Donc ce serait, d'après eux, l'hormone qui serait responsable de l'attachement de la mère pour son enfant, et donc ils ne craignent pas de réduire le processus de l'attachement humain à la sécrétion d'une hormone. Bon, ça c'est une des catégories d'utilité, je dirais, qui est avancée aujourd'hui. Parmi les autres grandes catégories d'arguments qui sont parfois avancés, je citerai aussi celles qui évoquent la nécessité psychique pour les mères d'éprouver dans leur corps de façon douloureuse cette séparation d'avec leur enfant, donc la fin de la fusion. C'est une forme de deuil que les femmes ont à faire, de cette fusion corporelle. Et la douleur, selon ces personnes, aiderait ce deuil à se faire dans de meilleures conditions. Donc, au vu de ces arguments, l'anesthésie et l'analgésie sont à proscrire ou en tout cas à limiter le plus possible. Alors, un petit tableau récapitulatif, donc des possibilités. Donc, on peut partir dans le premier cas, première ligne. Oups, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Première ligne où constat d'absurdité, mais voilà, elles sont absurdes, mais elles existent, donc elles ont une fonction, donc pas d'analgésie. Ou alors elles sont absurdes, elles n'ont pas de fonction. Bon, je vois que là, mon tableau a été décalé. Si vous pouvez bien lire. Donc, ce sont des douleurs psychogènes. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas une analgésie médicamenteuse, mais une rééducation des femmes. Donc là, on est dans le cadre de l'accouchement sans douleur. Et puis, on a des positions qui sont plus contemporaines, comme ce sont des douleurs réelles et importantes. Là, on parle d'un constat. Et elles ont une causalité physique ou physiologique, mais elles sont inutiles. Au mieux, elles ont une fonction signal, donc elles signalent le début du travail. Donc, à ce moment-là, on est plus favorable à l'usage de l'analgésie. Ou alors, même prémisse, ce sont des douleurs réelles qui ont une causalité physique, éventuellement psychique, et elles sont utiles, donc elles ont un sens ou une fonction sur un plan psychique ou moral, donc on est plutôt opposé à l'analgésie. Donc on a en tout cas aujourd'hui ces deux positions qui sont existantes, même un petit peu aussi la précédente. Pour compléter le tableau, il y a aussi le point de vue des personnes qui estiment que l'accouchement n'est pas tout à fait un processus physiologique comme les autres, donc c'est un événement extraordinaire qui pourrait être assimilé à une anomalie. Mais dans ce cas, on aboutit aux mêmes conclusions que dans les derniers cas, c'est-à-dire on considère que ce sont des douleurs réelles et normales dans le cadre d'une anomalie, donc qui seraient comparables à une pathologie, et qu'elles ont une causalité physique ou physiologique, et donc les deux solutions, soit on considère qu'elles vont être inutiles, donc on va préconiser l'analgésie, ou alors qu'elles sont utiles et on sera plutôt opposé à l'analgésie. Donc ce que j'espère avoir montré là, par ce tableau et ces différents points de vue, c'est que le positionnement sur la douleur de l'accouchement dans notre société, puisque là ce sont exclusivement des attitudes que l'on a, qui ont existé ou qui existent encore dans notre société, ce ne sont pas, ou en tout cas pas exclusivement, une affaire de connaissances scientifiques, mais aussi de croyances et de valeurs. Alors aujourd'hui, donc on est dans une situation où cohabitent au moins deux visions de la douleur de l'accouchement. L'une est souvent qualifiée de conception judéo-chrétienne. C'est-à-dire, c'est très bien que M. Hohlfeld montrait tout à l'heure cette citation tirée de la Genèse, où donc, là, on ne se réfère pas forcément, disons, les gens qui sont dans l'idée d'une douleur qui sert... qui a une utilité ou une fonction pour la mère et voire pour l'enfant, ne se réfère pas forcément toujours à cette conception judéo-chrétienne. Ça dit, c'est quand même un petit peu en arrière-fond. Et l'autre vision est beaucoup plus hédoniste ou du moins antidoloriste. Ouais, voilà, une vision plus hédoniste, ça tombe bien. On peut la laisser.
Bon, ces visions, toutefois, elles n'ont pas le même poids, elles n'ont pas la même légitimité sociale, et on pourrait même dire que le basculement de l'une à l'autre est en train de se faire assez rapidement, et qu'il s'est opéré en une petite poignée d'années. Il y a une dizaine d'années en arrière, donc au moment où j'avais effectué mon enquête sur les représentations et les discours tenus sur la douleur, j'étais partie du constat d'une nouvelle manière de parler de la douleur dans toutes sortes de médias. Des médias spécialisés, mais aussi des médias de vulgarisation médicale ou de grand public. Et cette manière de parler de la douleur était une manière très offensive, très algophobe, donc très anti-douleur, comme si on découvrait tout à coup que la douleur existait, qu'elle pouvait être intolérable et qu'il devenait urgent de la traiter. Alors, je n'ai pas le temps d'approfondir ce point, mais ce nouveau discours était produit dans le contexte d'ouverture des cliniques de la douleur. Pour les personnes qui sont intéressées à ça, il y a un livre très intéressant écrit par la sociologue française Isabelle Bassanger sur l'ouverture des cliniques de la douleur aux États-Unis et en France, qui s'intitule Douleur et médecine, la fin d'un oubli. Vous pouvez vous référer à ça si ce thème vous intéresse. Enfin, ce nouveau discours présentait la douleur dans des termes très virulents. J'avais repris ces journaux et j'avais trouvé des termes comme la douleur est un scandale, c'est un mal, c'est une maladie en soi, c'est une chose inadmissible. Et dans certains journaux, on ajoutait au XXe siècle, c'est inadmissible. Vous vous rendez compte, au XXe siècle, on souffre encore. Donc un discours fortement antidoloriste, dans lequel je voyais deux exceptions notoires, donc la douleur de l'accouchement et celle que l'on peut éprouver dans le sport. Je m'étais intéressée au discours sur la douleur de l'accouchement, sur laquelle j'avais recueilli du matériel écrit et oral. J'avais notamment interrogé des jeunes femmes ayant accouché ou non et des professionnels de l'obstétrique. Et j'avais pu vérifier cet état d'exception des douleurs de l'accouchement, à savoir que des individus considérant que la douleur en général devrait être soulagée ou absolument traitée, ils estimaient que les douleurs de l'accouchement, c'est différent. C'est différent pourquoi? Alors les arguments avancés le plus souvent c'était d'abord, ça n'est pas une maladie, ce sont des douleurs naturelles, donc il n'est pas nécessaire de faire quelque chose. Ensuite, c'est pour un événement heureux, alors on peut supporter. Et puis, après tout, on l'oublie vite. Alors, je ne vais pas analyser ces arguments maintenant, je l'ai fait dans mon livre et j'y renvoie les personnes intéressées. Je dirais simplement que parmi les femmes interrogées et qui avaient accouché avec péridurale, certaines semblaient en être passablement gênées et s'en excusaient d'une certaine manière en expliquant que oui, à un moment donné, j'ai demandé une péridurale, mais c'était quand même un accouchement naturel ou c'était quand même un accouchement réussi. Et je ne pense pas que je recueillerai les mêmes propos aujourd'hui. Je pense qu'en tout cas, ou en tout cas pas dans la même proportion, je pense que les attitudes ont quand même passablement changé en 10 ans. Donc on a eu un retournement qui s'est produit assez rapidement. En une dizaine d'années, on est, je pense, dans une autre configuration, dans un autre discours. Et si l'on regarde d'ailleurs l'évolution des taux d'analgésie péridurale, là, M. Holfeld nous les a montrés pour la maternité du CHUV, eh bien on voit bien que l'attitude hédoniste ou antidoloriste a clairement gagné ou est en phase de le faire. C'est-à-dire le basculement d'une attitude consistant à attribuer un sens valorisant à la douleur de l'accouchement à une attitude plus en phase avec l'interprétation générale de la douleur, donc des autres douleurs, à savoir quand c'est possible de la traiter, il faut le faire. Ce basculement, il ne s'est pas encore tout à fait opéré, peut-être qu'il ne le fera jamais, peut-être que ce n'est pas souhaitable que ça le fasse, et j'indiquerai en conclusion deux raisons, on ne peut pas toutes les passer en vue, il y en a beaucoup, mais j'indiquerai brièvement deux raisons pour lesquelles ce basculement n'est pas total. Et je dirais deux raisons qui sont tout autres qu'une résistance judéo-chrétienne. Alors, tout d'abord, la première raison, elle a à faire avec le fait que la question de la douleur cristallise les critiques à la prise en charge dominante de l'accouchement, c'est-à-dire d'une prise en charge médicalisée.
Dans les débats qui ont cours, la question du sens de la douleur se greffe sur celle des alternatives à une prise en charge interventionniste. Certains disent à la surmédicalisation ou à l'hypermédicalisation de l'accouchement. Plusieurs critiques de la médicalisation parlent depuis quelques années déjà, donc ce n'est pas un terme nouveau, de respect de la physiologie ou de moindre interventionnisme. Et dans ce cadre-là, un accouchement sans péridurale, puisque, on l'a dit, c'est la méthode de choix, donc, et c'est devenu un peu le symbole où un accouchement sans péridurale, c'est maintenant l'équivalent d'une moindre médicalisation de l'accouchement ou d'une prise en charge respectueuse à la fois de la physiologie, du rythme propre à chaque femme, des désirs du couple, etc. Donc il y a une cristallisation de critiques adressées à la prise en charge hospitalière dominante de l'accouchement et une cristallisation des propositions de prise en charge alternative autour de ce thème de la douleur. Et puis, une deuxième raison qui est pas tout à fait corollaire, mais qui est en lien avec la première, c'est que les réponses à donner à la douleur ont longtemps été et restent en partie un enjeu professionnel pour les sages-femmes. C'est-à-dire, autour de cette question de la douleur se greffent des questions pour les sages-femmes comme qu'est-ce qui fait le sens de notre activité, quelle est la spécificité de notre intervention par rapport à celle des médecins pour ne pas se contenter d'être un sous-médecin, voire pire, un sous-anesthésiste. Donc, des enjeux professionnels. Et dans la deuxième moitié des années 80, on a encore une sociologue française, cette fois-ci Danielle Caricaburu, avait analysé l'attitude des sages-femmes hospitalières face à l'anesthésie péridurale dans de grands services parisiens et avait observé deux attitudes très contrastées dans ce corps professionnel. Celle des sages-femmes qui considéraient l'implantation de l'analgésie péridurale dans leur service plutôt d'un bon œil, qui valorisait le travail de surveillance et de collaboration avec l'anesthésiste, et de l'autre côté, des sages-femmes qui étaient opposées à cette analgésie, qu'elles considéraient comme une dépossession de leur rôle essentiel d'accompagnatrice des femmes dans leur douleur. Donc les unes valorisaient un rôle plus technique et une relation peut-être aussi plus égalitaire avec les parturientes qui n'avaient plus besoin d'être maternées de la même manière une fois qu'elles étaient sous péridurale que si elles n'en avaient pas eu. Et les autres qui valorisaient un rôle plus physique, un rôle plus de contact, d'encouragement, de consolation aussi, ce qu'elles appellent volontiers un accompagnement de la douleur. Donc une grande polarisation de les attitudes. Donc, pour conclure, on a en tout cas aujourd'hui deux visions contrastées du sens de la douleur de l'accouchement qui sont en jeu, qui vont de pair avec des pratiques professionnelles différentes et avec des manières d'accoucher, ou du moins des propositions de manières d'accoucher qui sont différentes. Alors ces deux visions, elles n'ont pas la même force, elles n'ont pas le même poids, la même diffusion et la même légitimité sociale. Si nous nous trouvions il y a grosso modo une décennie en arrière sur un point de basculement, à l'heure actuelle, dans une société où l'on est convaincu que l'accouchement fait mal, que cette douleur n'est absolument pas indispensable au processus d'accouchement lui-même, et où on dispose de moyens analgésiques efficaces et sûrs, qui présentent très peu de dangers pour la parturiente et l'enfant à naître, et qui n'interfèrent pas trop avec le cours du travail, eh bien, à cette époque, il apparaît clairement que pour refuser l'analgésie pour soi-même, ou pour contester l'analgésie pour autrui, il faut avoir des convictions particulièrement fortes pour résister à ce qui apparaît donc comme le moyen de choix pour accoucher en minimisant la douleur, à savoir l'analgésie péridurale. Néanmoins, la douleur de l'accouchement, c'est un lieu de cristallisation d'enjeux plus larges, c'est-à-dire comment accoucher aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le sens du métier de sage-femme, et de questions importantes, et c'est pourquoi je pense que la discussion sur ce thème n'est pas près d'être close, en tout cas ne sera pas close ce soir. Merci de votre attention.